Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour les débats du soir. Bienvenue donc à tous. Ce soir, nous allons plonger au cœur d'une ressource vitale, essentielle à chaque instant de nos vies. L'eau au Bénin, l'accès à l'eau potable en milieu rural est un enjeu majeur, un défi quotidien pour des millions de nos concitoyens, mais aussi une source immense. Nous avons entre les mains le dernier rapport de l'Agence nationale de l'eau potable en milieu rural, couvrant la période de juillet à décembre 2024. Ce document nous guide, mesdames et messieurs, à travers les progrès réalisés, les obstacles encore présents et les perspectives d'un avenir où chaque Béninois, quel que soit son milieu de vie, aura la chance d'ouvrir son robinet et de voir couler l'eau, source de santé et de dignité ainsi que de développement. Avec nos invités ce soir, nous allons apprécier ces efforts à travers des questions pratiques, ce que l'eau change vraiment dans la vie des familles rurales, où nous en sommes aujourd'hui et quels sont les défis qui persistent et surtout comment pouvons-nous collectivement construire un avenir où l'eau soit réellement accessible à tous pour le bien-être de chaque Béninois. Pour répondre à ces différentes questions, j'ai deux invités ce soir, Julio Tometti, juriste analyste politique. Bonsoir. Bonsoir Madame Angèle Toboula, bonsoir au plateau et aux téléspectateurs de télé. Delphin Gangana, technicien en assurance. Bonsoir à vous, merci Bonsoir. d'être présent. Et si nous avons le temps, nous aurons un second sujet, ce projet de construction de gares routières et de parking à Cotonou, les impacts, on va essayer de les aborder. Alors, on va démarrer ces échanges sur le premier sujet. Julio, je veux bien commencer par vous. Si on devait expliquer de façon pédagogique, qu'est-ce que l'accès à l'eau potable change concrètement dans la vie d'une famille en milieu rural au Bénin? Ça, c'est pour introduire le débat. Très bien, merci. Il me plairait bien de peindre un peu le tableau de ce que, en fait, l'inaccession ou la non-accès à l'eau potable peut générer. Ce que bon nombre de Béninois, ce Le dont nous non-accès, avons, donc. le non-accès, ce dont bon nombre de Béninois, nous avons sans doute à un moment ou d'une autre, ou peut-être dans nos déplacements, nous avons été confrontés. Parce que si, quand bien même à Cotonou, nous avons cette possibilité d'ouvrir nos robinets et d'avoir de l'eau, même si des fois nous vivons aussi la pénurie, il se fait que dans les zones rurales, en fait, c'est tout un pèlerinage pour avoir de l'eau. Je veux peut-être dire quelques scènes. Quelques scènes où, comment dire, dans un village de près de 2000 habitants, vous avez peut-être, quand ceux-là ont de la chance, en fait, une bonne fontaine. Où on va, pour l'avoir, il faut se lever très tôt le matin, 4 heures, 5 heures, se mettre en rang. Les derniers quittent environ autour de midi. En fait, c'est que pour dire que ça ne désemplit jamais. Et lorsqu'il arrive, en fait, des situations de panne, ça devient encore un autre calvaire. Ça, c'est ceux qui sont mieux lotis. Ceux qui ne le sont pas, vous allez voir des gens attendre, en fait, au bord des rivières, attendant que, en fait, l'eau se calme un peu d'une manière ou d'une autre pour en prendre une petite quantité, peut-être non boueuse, aller à la maison, les conditionner des fois, ou bien des fois le consommer tel que ça se trouve. Ça pose bien entendu des problèmes de santé, ça pose des problèmes d'hygiène, et ça ne manque pas d'avoir en fait un impact sur le tissu économique en fait de ces communautés-là, parce que en fait l'eau bien entendu est à la base en fait de la vie, au-delà de la consommation normale. L'eau est à la base de toute production, l'eau est à la base de toute cuisson, l'eau est à la base de tout ce que nous pouvons envisager de faire. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut? Et il se trouve encore que c'est un problème en fait de manque d'équité. Manque d'équité en ce sens que nous sommes tous béninois et nous devons avoir le droit ou le privilège d'avoir accès en fait aux mêmes, comment on appelle, aux mêmes substances
dont nous avons besoin. Et donc, si moi je suis à Cotonou et que mes parents peut-être dans un coin reculé n'ont pas l'eau, il se pose un problème en fait d'équité. Donc, en fait, pour rétablir un certain équilibre par rapport comment à ce que les Béninois ont accès aux services publics, il fallait forcément faire quelque chose. D'où en fait cet ambitieux programme qui a été traduit par la mise en place de l'Agence nationale de la promotion de, comment dire, addition d'eau en milieu rural, qui depuis 7 ans maintenant, en fait, fait un travail colossal. Ce dont nous parlons maintenant, vous l'avez bien circonscrit, il s'agit du dernier rapport produit en 2025 et qui tient compte en 2024. Non, le rapport a été produit, rendu public en 2025. Oui. Ça tient compte de la période de juillet à décembre 2024. Et donc, pour montrer en fait quels que sont, comme vous le disiez tantôt, quels étaient nos défis, quels sont les enjeux, qu'est-ce que nous avons fait jusque-là sur les différents aspects et quelles sont les perspectives que nous pouvons envisager. Est-ce que le Bénin est sur la bonne voie pour l'accès à l'eau potable pour tous. Voilà, on reviendra justement sur le contenu de ce rapport. Delphine Gagana, vous avez la parole. Je demandais à Julio pour lui l'accès à l'eau potable, ce que ça change concrètement dans la vie des familles en milieu rural au Bénin. Je sais que vous faites souvent des sauts à Abomey. Mais il faut commencer par dire que la vitalité, l'importance, l'utilité de l'eau n'est plus à démontrer parce que je pense que c'est l'un des rares éléments que les gens ne sont pas encore arrivés à transformer, à synthétiser. On n'a pas encore trouvé un remplaçant ou un objet qui va remplacer l'eau jusqu'à la date d'aujourd'hui. Donc, du coup, disposer de l'eau et encore de l'eau potable, c'est vital et que c'est-à-dire c'est incontournable. Mais pour répondre à votre question, je vais vous faire peut-être une petite histoire. Vous avez suivi un documentaire sur une chaîne internationale où je pense que c'est au Madagascar où la population se trouve être obligée des fois à creuser des trous dans un baobab et collecter l'eau de pluie dans ce baobab, histoire de pouvoir conserver et l'utiliser au moment où ils seront en manque d'eau. Et non seulement quand ils seront en manque d'eau, c'est qu'ils sont même déjà d'une façon permanente en manque d'eau. Parce que dans le documentaire, on disait que les enfants peuvent ne pas se laver pendant une semaine, ou on peut les laver juste une seule fois pendant toute une semaine. Donc quand les enfants se lavent une semaine, et si les adultes se lavent peut-être 2 ou 3 fois, imaginez l'état de cela. Donc, quand vous suivez de ce genre de documentaire, vous allez vous dire, ah mais l'eau, ce n'est pas seulement que c'est la vie, mais c'est plus que la vie. Donc, du coup, l'avoir, c'est vraiment capital. Et c'est vrai que non seulement capital, pas seulement pour le Bénin, mais pour le monde entier. Parce que les objectifs de l'ODD, ce n'est pas le Bénin qui a fixé ça. Ça, c'est la communauté internationale qui en tout cas, on a trouvé que c'est important de pouvoir disposer de cet élément vital qui permet à tout un autre être humain de se dire « je vis ». Parce que si vous ne vivez pas pendant un moment donné, je pense que ce qui s'en suivra, s'en suivra. Donc, du coup, l'importance n'est plus à démontrer. Et depuis 2000, je pense que depuis les anciens régimes, ça se faisait, mais depuis l'avènement du régime actuel, on a constaté quand même que ce problème a été pris à bras le corps. Où en 2017, je crois, il y avait même une félicitation de la communauté internationale de ce que notre pays est en voie de pouvoir atteindre cet objectif de l'ODD, je pense avant 2030, si je ne m'abuse. Donc, le gouvernement mène ce projet, c'est-à-dire à bras le corps, histoire de pouvoir donner de l'eau à tout le monde. Et quand vous parlez d'Abomey, oui, pour ceux qui avaient peut-être aussi la chance d'aller à Abomey ou un peu plus au-delà d'Abomey, on connaît les bidons jaunes. Et non seulement ça, dans des zones du zoo ou un peu après, c'est que quand vous allez et puis vous résidez dans un hôtel, c'est soit vous faites tout pour vous laver à un moment donné, sinon vous ne trouvez pas de l'eau, ou c'est peut-être des forages et que l'eau n'arrive peut-être pas, en tout cas avec une forte pression. Donc on était confronté à ça jusqu'en 2017, je crois 2021, quand moi j'ai été une fois à Abomey, pensant que c'était toujours le même principe où j'aurais des difficultés à avoir l'eau. J'ai ouvert le robinet de la colonne de douche. L'eau qui est sortie m'a tapé. Vous allez penser que c'était un bâton parce que la pression était tellement trop forte
Moi-même, j'ai crié, j'ai dit, mais c'est quoi? Et puis après, je me suis rendu compte que, ouais, que c'est l'eau qui sortait du robinet. Donc, du coup, il y a quand même quelque chose qui se fait et que quand la pression est forte, ça veut dire que plusieurs personnes peuvent avoir l'eau au même moment. Mais quand la pression est faible, tout le monde ne pourra peut-être pas être servi. Justement, rentrons un peu dans ce rapport, si vous le voulez bien, Delphine Gagana. Le rapport enseigne qu'un total de 13 201 demandes enregistrées, 767 branchements particuliers ont été réalisés au cours du semestre sur les périmètres d'affermage, ce qui porte au nombre total de niveau BP à 2054 branchements. Des espoirs, selon vous, Delphine Gagana? Oui, Au vu de ces chiffres. Oui, des exploits. Et l'autre chose par rapport à ça, vous voyez, quand le tuyau qui apporte l'eau, c'est-à-dire la canalisation, quand c'est fait avec des tuyaux de grand diamètre, c'est que vous avez la possibilité de desservir beaucoup de personnes. Mais quand c'est fait avec des tuyaux de diamètre faible, c'est que vous n'aurez pas la capacité de servir beaucoup de personnes. Et c'est ce qui a fait que vous allez constater que entre 2020 et 2022, je pense le gouvernement s'est retrouvé dans l'obligation de changer les tuyaux de canalisation dans beaucoup de zones. Et vous allez trouver que ce sont des tuyaux de grand diamètre désormais qui se trouvent être dans pas mal de zones, histoire de pouvoir servir tout le monde. Parce que si vous avez un seul seau qui devrait servir à peser de l'eau pour une concession de 3 ménages, imaginez quel est le temps que chacun mettra pour pouvoir avoir de l'eau et se laver. Mais quand vous avez désormais, ce n'est plus un seau, mais que vous avez la possibilité de pomper l'eau et avec plusieurs raccordements, c'est que ça donne la facilité à tout le monde de pouvoir disposer de l'eau, c'est-à-dire au même moment et en quantité, histoire de pouvoir s'en sortir. Donc, ces chiffres que vous venez de donner montrent que le besoin existe et que le gouvernement s'attelle à pouvoir satisfaire tout le monde. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas donner à tout le monde au même moment, mais c'est sûr que selon le besoin et selon la disponibilité, tout le monde sera servi. Voilà, Juliette Tomati, plus de 13 000 demandes enregistrées avec un peu plus de 2 000 branchements réalisés. Une évolution? Une évolution, non pas une évolution, mais je dirais une révolution. Une révolution en ce sens que, en fait, il faut, quand vous parlez du nombre, en fait, de l'accès à l'eau potable, dans les robinets, dans les milieux urbains et environs, en fait, il faut faire référence au coût et à la célérité avec lesquelles, en milieu rural, on peut avoir, comment dire, plus facilement les branchements. C'est la première fois que le Bénin a été étonné qu'avec 20 000 francs, vous pouvez en fait faire tout le processus et obtenir en fait votre branchement. C'était ce qui était par le passé. Peut-être il faut mobiliser ce montant-là au moins 5 fois ou au-delà, en considérant toute la chaîne que vous devez aussi nourrir avec les relents de corruption et tout ça. Le PESA a été sécurisé. Beaucoup de moyens y ont été mis et donc on ne peut que en fait demander davantage parce que le besoin existe toujours. Nous en viendrons tout à l'heure aux perspectives. C'est pourquoi il me plaît de revenir un peu en arrière pour dire en fait le défi en fait en matière d'eau, il est là. Les enjeux sont perceptibles. Maintenant il faut y aller avec de la matière. J'ai pu lire dans le rapport en fait une méthode qui a été employée et qui m'a beaucoup plu. Ils ont dit en faisant décliner en fait des axes stratégiques. Il s'agit notamment de la mobilisation des ressources, des ressources financières. Il s'agit en fait de trouver des solutions innovantes, d'accord, d'accessibilité à l'eau. Il faut développer en fait des centres ou des centres de recherche et de formation, ce qui a impliqué en fait, comment dire, que l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable milieu rural a pu avoir en fait je ne sais pas quelle alchimie ils ont trouvé, mais une sorte de collaboration avec l'Agence béninoise pour l'environnement. Pour les études de faisabilité, on est allé jusqu'à voir nos nappes phréatiques, jusqu'à quel niveau ça peut aller pour que en fait nos eaux
que nous faisons peut-être par addition ou bien par les autres mécanismes soient comment dire, exemptes en fait de tout élément microbiologique qui pourrait être pour qui pourrait nuire à notre santé. Avec l'Agence nationale des domaines du foncier, avec les infrastructures, il fallait sécuriser en fait ces infrastructures-là en sécurisant les terres. Et vous vous souvenez que dans ce sens, beaucoup d'endroits où peut-être des périmètres ont été déclarés d'utilité publique, les actes ont été formalisés, les titres de foncier ont été délivrés pour sécuriser en fait ces infrastructures parce que la question de sécurisation foncière y était toujours. Il ne faut pas manquer de préciser la contribution majeure de l'Agence nationale de contrôle de qualité en eau et en santé qui a été aussi un partenaire stratégique en fait dans ce domaine-là. Et tout ça a contribué aujourd'hui et pour demain, d'accord, à nous assurer de ce que nous avons l'eau et que nous avons une meilleure qualité d'eau. Parce que, qu'ils vous souviennent, des fois vous avez l'eau propre de façade, mais qui n'est pas forcément comestible, qui n'est pas forcément potable d'une certaine façon. Tous les eaux claires ou tous les eaux propres de visu ne sont pas forcément des eaux comestibles. Et donc, de ce point de vue, vous avez vu, on n'a pas fait que mettre en termes de quantité d'eau, avoir de l'eau, ce n'est pas ça, mais avoir de l'eau de qualité. Et aujourd'hui, nous pouvons être fiers de dire, quand vous allez dans certaines communautés très reculées, bon, qu'on peut dire très reculées, parce que en fait, les géographes m'ont appris de ne pas dire qu'il n'y a pas de communauté reculée. Ça dépend en fait des politiques publiques, de comment nous déployons les politiques publiques en fait dans nos communautés. Et donc, de ce point de vue, vous allez à certains endroits où vous ne soupçonnez pas voir en fait de robinet, vous voyez des adductions d'eau plus modernes que ce qu'il en était, même si ce n'est pas en fait notre éternel Soneb ici, mais il y a une démultiplication d'une certaine façon des sources d'accès à l'eau potable, surtout en milieu rural, et c'est à encourager, c'est à faciliter. Quand bien même le besoin reste toujours à couvrir, c'est pourquoi il ne faudrait pas que l'agence en question croise les bras. Les défis sont encore là, notre communauté évoluant, la question de démographie faisant, en fait, le besoin reste toujours perceptible et les actions doivent continuer. Justement, heureusement que nous avons mis en place le cadre et désormais, je pense que ça va couler comme de l'eau. Justement, en parlant de défis, je vous notifie ce passage du rapport qui dit que le taux de décès en approvisionnement en eau potable au Bénin a connu des progrès significatifs en milieu rural ces dernières années, passant de 79,4% à fin 2023 à 82,1% au 31 décembre 2024. Malgré ces avancées, donc, le rapport nous parle aussi de défis, vous en parlez. Et selon vous, Julien Tomati, le plus grand obstacle aujourd'hui que les populations rurales rencontrent encore pour pouvoir avoir l'eau tous les jours, c'est lequel? Je le disais tantôt dans mon truc là, peut-être que je n'ai pas été le plus explicite possible. Mais en fait, la démarche aujourd'hui a, mis ensemble tous les acteurs, en fait, des usagers ou des communautés jusqu'aux autorités nationales, en passant bien entendu par la société civile, par les partenaires techniques et financiers et les autorités, c'est-à-dire les collectivités locales. Parce que dans cette affaire, il y a aussi une question d'éducation ou de sensibilisation des usagers ou des consommateurs que nous sommes. Aujourd'hui, c'est quoi? En fait, beaucoup plus lorsque l'on met en place en fait de ces mécanismes en fait de sources d'eau, le défi majeur, c'est la sécurisation, c'est l'entretien. Et pour la plupart du temps, je disais tantôt qu'on a impliqué les communautés locales, les autorités locales, les acteurs de la société civile, c'est-à-dire quand on dit la société civile, ce sont les associations, les groupements que nous avons dans nos communautés, qui se chargent d'abord du fonctionnement régulier, de l'entretien et du retour d'informations par rapport aux éléments qui dépassent en fait leurs compétences parce que le mécanisme existe déjà. Si en fait ce mécanisme fonctionne bien, au moins ce que nous avons nous permettra de ne pas avoir en fait peut-être une bonne fontaine qui peut-être n'aura fonctionné peut-être que 2, 3 ou 4 mois ou 1 an et ça deviendrait une épave comme nous avons observé
par le passé. Et donc, il y a un suivi régulier qui implique en fait les acteurs à la base. L'autre chose, je pense, hein, il y a toujours le défi, en fait, je le disais tantôt, les ressources financières. Les ressources financières en ce sens que, ça fait nous sommes dans un pays malheureusement, bon, mais nous sommes résilients, que tout est défi. Tout est défi. Et de ce point de vue, en fait, la répartition de ce que nous faisons de la mobilisation de nos ressources fait que, en fait, tous les problèmes ne peuvent pas être réglés au même moment. Réglés au même moment. La dernière fois, j'ai entendu, en fait, quelque chose qui m'a fait, comment dire, suffisamment grincer les dents. C'est dans une communauté, je ne me rappelle plus trop. En fait, c'est pourquoi, en fait, j'en appelle aussi peut-être un peu à la surveillance, à la vigilance et la répression. C'est des actes de sabotage ou de délinquance, en fait, qui se pratiquent, en fait, sur un certain nombre d'installations qui ont été mises en place. Je n'ose pas parler de sabotage en parlant simplement de délinquance parce que, en fait, les besoins faisant, la question de fer ou comment dire, de matière, de différentes matières entrant dans la production de telle ou telle chose font que, bien malheureusement, quand vous-même, vous pouvez l'observer un peu dans les centres urbains par rapport aux installations de la SONEB, même chez vous, à la maison, les gens sont capables de venir enlever vos compteurs d'eau, comme quoi il y aurait en fait un certain nombre de matières dedans qui serviraient en fait à certaines fabrications. Non, c'est à cela que je voudrais aussi en appeler parce que ce serait très pénible de voir tout l'effort qui est déployé et que ça soit peut-être, comment dire, reçoive ces encoches-là à cause de notre défaut de civisme, pour ne pas dire pour notre incivisme. Pas pour notre incivisme. Delvin Gagana, nous en sommes à un taux de desserte de 82,1%, mais il y a également des défis que le rapport mentionne, par exemple, taux de panne national qui est estimé à 26,8%. Il y a aussi l'éloignement de certaines localités, la durabilité des infrastructures, comme le précisait tout à l'heure Julio Tometti, la gestion des infrastructures existantes. Bref, le défi reste quand même entier, même si on en est à 82% en 2024. Oui, le défi reste entier. Comme vous l'avez dit, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des trucs de sabotage. Mais l'autre chose qu'il faut aussi dire que notre pays n'est pas encore totalement, je vais dire urbanisé ou je vais dire quoi, je ne sais pas. C'est-à-dire il y a des zones où vous aurez encore de difficultés à pouvoir apporter de l'eau parce que il n'y a pas encore l'urbanisation. Est-ce que je veux dire l'urbanisation? Il n'y a pas encore, est-ce que je veux dire lotissement? Est-ce que je veux dire, je sais pas, mais donc je dis, ce n'est pas encore organisé. Donc du coup, pour qu'on donne une viabilité effective à la zone. Parce que si vous voulez amener de l'eau, si vous amenez de l'électricité, vous pouvez pas amener de l'eau sans connaître sans un cadrage sérieux. C'est-à-dire quand la zone n'est pas je vais dire morcelée. Quand ce n'est pas organisé, vous ne pouvez pas amener de l'eau. Donc il y a des zones où, même si on a envie d'amener de l'eau, on ne peut pas servir toute cette localité, on ne peut que s'arrêter à un niveau donné, simplement parce que cette zone se trouve encore dans un état brut. Donc, bon, là, on ne va pas s'arrêter, ça c'est à l'État de trouver le mécanisme pour pouvoir, si on doit viabiliser la zone afin que, justement, la question, l'eau touche toutes les populations. Voilà, donc ceux qui s'étaient très tôt installés dans cette zone et qui étaient là en premier peuvent ne pas avoir de l'eau et que c'est à la longue qu'on va peut-être finir par le apporter. Et puis l'autre chose, c'est quoi? C'est les accidents ou les affaires de sabotage. Parce que l'incivisme, on aura des difficultés à dire qu'on va en finir totalement avec, mais on ne peut que faire avec. Mais l'autre chose, c'est qu'on devrait être chacun gardien de ce qui nous appartient à nous tous. Ça veut dire que quoi? Que quand vous, dans votre parcours, dans votre déplacement, vous constatez quand même qu'il y a un tuyau, qu'il y a une fuite, il faut signaler ça aux gens. Mais l'autre chose aussi est qu'il faut que les agents soient vraiment opérationnels, prompts à pouvoir répondre. Parce que si vous appelez quelqu'un, si vous appelez peut-être le service et que 2 jours après, vous constatez rien, c'est que vous serez même fatigué de pouvoir le faire. Donc il faut que désormais la chose publique soit la chose vraiment de tout le monde pour que l'on puisse s'en occuper sérieusement, comme si c'est à nous. Et si nous le faisons ici, je pense que bon,
ça va changer beaucoup de choses. Oui, il faut rappeler que c'est du rapport du dernier trimestre 2024 dont il est question. Certainement que les téléspectateurs qui nous suivent et qui sont à Kpakpa, qui n'ont pas souvent d'eau, vont dire, mais bon, nous on n'a pas de l'eau dans nos régulièrement à Kpakpa, mais il y a des infrastructures qui sont en cours de Voilà, construction. hier nous avons encore une information de ce que les infrastructures la réalisation des infrastructures sont en cours, ou bien en fait la réparation en fait d'un certain nombre de mécanismes est en cours dans la zone de Ouémé notamment, Porto-Novo, Dieregbe, pour que en fait dans les jours à venir en fait la situation soit résolue. Parce qu'il paraît en fait que la situation n'est pas pas même, mais en fait ce sont en fait les adducteurs d'eau, en fait les sources d'eau même qui sont défaillants, et comment dire, les autorités sont à pied d'œuvre pour que cela soit résolu. Parce que ça devient une préoccupation presque nationale, parce que ça ne date pas, ce n'est pas de quelques semaines, ce n'est pas de quelques mois, ça fait bien longtemps que Akpakpa est sans eau, et il serait très bien que dans les jours à suivre, comme je le disais tantôt, nous puissions avoir l'eau. Et pour finir, quand on dit que nous sommes à 82% de taux de couverture, ça suppose qu'il y a encore bon nombre en fait de nos concitoyens. Ça veut dire en fait que le défi, j'estime que le défi, quand bien même beaucoup de choses ont été faites, le défi reste entier. Tous les Béninois doivent avoir accès à l'eau potable. Ça fait 18% qui reste. 18%, oui, Delphine également voulait... Oui, je voulais dire que pour avoir de l'eau, il faut aussi parler de relève. Ça dépend de votre position, parce que pour amener de l'eau, il y a beaucoup d'équipements qu'il faut disposer pour pouvoir amener de l'eau. Qui vous souviennent qu'on avait parlé tout à l'heure du zoo, il y a des endroits où on ne pouvait pas avoir de l'eau, donc il a fallu quand même trouver un autre mécanisme pour pouvoir faire des forages dans certaines zones, c'est-à-dire faire des bassins de rétention dans certaines zones, construire des châteaux, histoire de pouvoir desservir certaines zones. Et puis l'autre chose, c'est quoi? Dès qu'il y a un accident sur le parcours, ça peut empêcher une grande zone de ne pas disposer de l'eau. Donc, il est vrai que nous, humains, quand nous avons quelque chose tous les jours et qu'on en manque un jour, on pense que c'est déjà la fin du monde. Mais le problème d'Akpakpa, oui, et comme Julio l'a dit, c'est un problème qui date de Mathusalem. Donc, du coup, c'est sûr que les gens ils sont en train de chercher des solutions pour ça. Ils vont finir quand même par trouver une solution. Mais l'autre chose est qu'il faut que l'anticipation soit pour qu'on anticipe, qu'on ne laisse pas la population s'installer sur certaines localités avant de commencer par chercher à viabiliser. Il faut que les communautés à la base, il faut que les autorités à la base essayent quand même d'anticiper pour viabiliser certaines zones, c'est-à-dire qu'il y a une organisation à la base pour qu'on ne laisse pas les gens s'installer anarchiquement et que c'est après qu'on commence peut-être par les casser ou qu'on se trouve en difficulté pour pouvoir faire parce que il y a des localités qui devraient avoir de l'eau, même déjà à Calavi ici, mais qui n'en ont pas. Il y a des endroits qui sont à la date qui devraient avoir de l'eau, qui n'en ont pas, simplement parce qu'on n'avait pas anticipé, on n'avait pas bien projeté en son temps. L'eau potable pour tous, ça reste un défi à 2024, décembre 2024 précisément. Nous sommes à un taux de desserte de 82,1%. Donc, les efforts seront certainement encore déployés pour un taux de desserte national. Nous allons à présent aborder le second sujet, si vous le permettez, qui concerne justement chacun d'entre nous, que nous soyons au volant dans un taxi, dans un bus ou simplement en tant que piéton. La mobilité à Cotonou, nous connaissons tous les embouteillages, la difficulté, par exemple, à trouver une place pour se garer ou même le défi de se déplacer efficacement dans notre capitale économique. Mais la bonne nouvelle, c'est que les choses sont en train de changer ou vont changer si vous préférez. Un projet majeur est en cours, la construction d'une gare routière et d'un grand parking à Cotonou. C'est une initiative qui promet de transformer notre quotidien. Alors, qu'est-ce que ce projet va concrètement apporter et comment il va soulager les tracasseries habituelles? Nous allons aborder ces questions-là rapidement. Je veux bien commencer par vous, Julio Tomati. Pensez-vous que cette nouvelle gare et ce parking vont adresser directement ces difficultés que rencontrent les riverains, les citoyens de Cotonou dans la ville?
Oui, bien entendu, l'objectif au final de cette gare routière à Cotonou, c'est notamment de fluidifier les déplacements, réduire les embouteillages et créer un cadre adapté aux besoins des populations. Euh, deux, deux événements en fait me reviennent. Deux événements, hein, un qui sonne comme un problème et le second comme la solution. Qu'ils vous souviennent, il est arrivé que dans le département du littoral, une initiative avait été prise de ce que, en fait, par rapport à la mobilité dans la ville, certains moyens routiers, certains moyens roulants ne devraient plus rouler dans Cotonou ou traverser un certain nombre de périmètres. Qui a fait beaucoup de tollé parce qu'en ce moment-là, lorsqu'on a pris la décision, il y avait une difficulté. La difficulté, il n'y avait pas d'espace qu'on pourrait aménager efficacement pour que ça serve en fait de gare routière. Mais voilà qu'on a voulu réduire quelque peu en fait les zones d'accès de ces moyens roulants. Je vais parler des bus et de tout là. Ça a créé vraiment le tollé. Finalement, la mesure a été rapportée par l'autorité hiérarchique, c'est-à-dire le ministre de la décentralisation lui-même. Et fort heureusement, il y a quelques jours, j'ai vu sur vos écrans les autorités de la mairie de Cotonou dans une zone à Ouéko en train de faire l'annonce, d'abord la prise en main d'un domaine d'un peu plus de 12 hectares qui devrait servir de cadre en fait pour l'opéralisation de cette infrastructure. Et donc je me suis dit, ouf, voilà en fait une solution. En fait, dans comment dire, la gouvernance publique, les solutions doivent être cherchées avant de prendre les mesures de rétorsion d'une certaine façon. Et là, je pense que la démarche, elle est bonne. J'ai entendu quelqu'un aujourd'hui, par exemple, rigoler un peu pour dire, ah voilà, quand on parle de mairie de Cotonou, hein, bon, que l'homme des gares, parce que on a eu l'exemple de la gare routière de Boycon, l'homme des gares est à Cotonou, et donc c'est presque en fait une première pour lui, depuis qu'il est là, de faire en fait une infrastructure d'envergure qui puisse avoir en fait un impact dans la vie des Cotonois, notamment fluidifier davantage en fait le circuit routier dans Cotonou. Dans Cotonou, oui, Delphine Gagana, une gare avec un parking. Comment vous appréciez ce projet, on va dire? Il faut commencer par dire que la mobilité urbaine ou la mobilité simplement, c'est déjà un problème capital parce qu'il faut se souvenir que les gens ont commencé par parler de décongestionner Cotonou il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Donc du coup, ailleurs, dans d'autres villes, les gens ne se déplacent plus avec voiture comme ça, c'est vélo ou c'est toute autre chose. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau. Mais ce problème, quand on dit que ça remonte à il y a longtemps, c'est pas parce que, regardez, en 1960, la population béninoise tournait autour de 2 millions. Mais en 2025, nous tournons autour de 13 millions. Donc, vous voyez la densité. Ça veut dire que quoi? Que je sais pas, l'espace ne s'agrandit pas, mais la population prend du volume. Donc, il y a très peu désormais d'espace pour chacun. Donc, on doit pouvoir réfléchir, trouver des solutions innovantes, histoire de pouvoir continuer à vivre ou à se déplacer. Et donc, je pense que ce projet, c'est vrai qu'on ne peut pas faire de l'omelette sans casser des œufs. Il y aura des œufs à casser, mais c'est de faire de sorte à ce qu'il n'y ait pas trop de casse. Ou même s'il devrait avoir de casse, que ceux qui seront cassés soient vraiment recasés quand même quelque part, pour qu'on ne fasse pas, qu'on ne déshabille pas les gens et habiller, pour qu'on ne laisse pas encore, qu'on ne laisse pas d'autres personnes peut-être dans le désarroi. C'est peut-être ça qu'on va demander. Sinon, l'affaire de mobilité, je pense que ça concerne tout le monde. C'est vrai que le gouvernement s'attelle à faire des voies de dessert ou en tout cas à nous donner la possibilité de se déplacer. Mais toujours est-il que même si on finit par trouver une solution, aujourd'hui plus de 10 ans, on sera encore en difficulté parce que en 2000, je crois, en 2020, on était pratiquement à BT. Mais en 2025, on est déjà à CJ ou bien on est plus trop loin à CJ. Donc, si dans en matière d'immatriculation, si dans une seule série, il faut avoir 10 000 véhicules, et si vous partez de BT, déjà assez et quelques,
multipliez les 10 000 par le nombre de séries que nous avons Bon, déjà. tous ne sont plus en circulation également, heureusement. Sinon, oui, oui, on va manquer d'espace là. Quand vous dites que eux tous, quand vous dites que eux tous ne sont pas en circulation, on a juste commencé par BT. On n'a pas dit les A. Il y a encore les A qui sont en circulation. Bien sûr. Mais on a fini d'abord les AA jusqu'à Z avant de commencer par les A, B, ainsi de suite. Donc, du coup, oui, et c'est vrai qu'ils ne sont pas tous à Cotonou. Mais le grand nombre se trouve quand même à Cotonou. Le grand nombre arrive dans Cotonou. Donc, du coup, la mobilité, c'est une question cruciale et qu'il faut trouver une solution à ça. Mais pourquoi ne pas opter pour un peu comme ce qui se passe dans les autres pays où il y a des vélos publics, il y a des vélos électriques publics ou d'autres publics, histoire de permettre aux gens de se développer, où vous arrivez à un niveau donné de la ville, vous garez votre voiture et puis vous prenez un autre moyen. Pourquoi pas? Oui, Delphine soulevait tout à l'heure une préoccupation, Julio. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Un nouvel épisode de casse à venir. Vous le voyez également comme ça à travers ce projet? C'est 15 hectares. Premièrement, lorsqu'on vous parle d'une infrastructure d'envergure comme ça, 12 hectares ou 15 hectares dans Cotonou, très tôt, vous vous demandez, mais où est-ce qu'on va trouver ça? Où est-ce qu'on va trouver l'espace? Et donc, vous devez être d'accord que on ne peut pas trouver cet espace-là, en fait, sans être amené à déplacer des concitoyens. Et en fait, le problème ou la situation a déjà fait jour d'une certaine façon. Parce que des éléments que nous avons vus la dernière fois, on a vu même des populations se mobiliser pour, non pas pour s'opposer, d'accord, parce que l'annonce a été faite, ça fait un moment, non pas pour s'opposer, mais pour faire des propositions alternatives de ce que il y a une zone marécageuse qui n'est pas encore habitée et qu'on pourrait aménager pour que ce soit le moins que possible. Bien entendu, comment dire, les mécanismes d'expropriation seront mis en œuvre et traités, comment dire, avec diligence. Avec diligence et un bon père de famille. Quand je dis un bon père de famille, pour que, en fait, parce qu'on le veuille ou non, comme le dit, vous savez, le Béninois, nous sommes attachés à notre terre d'abord et à notre demeure. Et donc, les changements font toujours mal. Et pour la plupart, il n'y a pas de somme d'argent qui, fondamentalement, arrive à compenser. Parce que ce n'est pas, en fait, une question financière ou matérielle, mais c'est aucune question psychologique de la terre, de là où on est attaché, d'un certain nombre de souvenirs qu'on voit détruire. Mais il s'agit bien entendu en fait d'une réalité d'ordre public, d'accord, qui s'oppose à des intérêts privés. Et donc, à partir de ce moment-là, l'ordre public primant sur les intérêts privés, je pense que les autorités seront aménagées pour que ce qui reviendrait à ceux qui seront sur le périmètre défini auront eu l'aide de dédommagement à temps et à la mesure des possibilités, de manière conséquente pour leur permettre de pouvoir se reloger dignement. C'est ce que nous espérons pour que, en fait, oui, nous sommes tous d'accord de ce que cette infrastructure viendra soulager, en fait, la peine des populations, notamment sur notre trafic routier, avec les infrastructures routières qui sont en train d'être construites et d'autres réaménagées. En fait, si on met tout ensemble, nous pouvons, en fait, espérer que dans les mois à venir, dans les années à venir, la circulation à Cotonou à toute heure sera complètement en fait un délice. C'est-à-dire, si je dis un délice, c'est nous débarrasser des carcans, des embouteillages monstres que l'on a à une certaine heure de la journée. Si ça nécessite des casses, ça va se faire, mais dans les règles de l'art, pour que en fait le grincement de dents ne soit pas, comment dire, ne vienne pas quelque peu entacher cette belle initiative. Les contours du projet seront certainement mieux précisés au fur et à mesure que l'application sera effective. On a vu la CIMO avec la mairie de Cotonou annoncer déjà l'initiative et présenter quelques aspects de la chose, par exemple le périmètre, le lieu d'installation. Donc, on aura l'opportunité de
donner la parole à ces responsables-là pour en comprendre davantage tous les contours, comment cela va se matérialiser. Est-ce qu'on a besoin de faire des expropriations, en tout cas des casses ou des logements, etc. On verra bien. Mais ce qui est certain, Julien Tometti, cette gare et ces parkings permettront aux véhicules d'être moins garés et surtout n'importe où, une certaine aération de la ville, on peut le dire, Julien Tometti. Non, ça soit bien entendu réorganisé. Qu'il vous souvienne qu'il y a des mesures qui ont été prises. Je pense que le suivi est dernièrement de moins en moins par rapport à la circulation des gros porteurs. Les heures, par exemple, que courageusement, je pense que c'était au temps du préfet Modeste Boula. Ça continue toujours, même si en fait le suivi n'est plus autant rigoureux. Donc, il y aura forcément une réorganisation en fait de trucs là, en tenant compte, bien entendu, de nos habitudes. Parce que ça ne va sans doute pas sonner en fait comme des contraintes pour les usagers, mais ce sera en fait dans la philosophie générale de pouvoir faciliter au mieux notre aller et venir dans notre ville économique, dans notre ville phare qui est Cotonou, et que nous voyons se transformer de jour en jour, et qu'avec ce qui vient, ça va davantage en fait, s'embellir, se transformer et nous faciliter notre mobilité, comme nous le disions tantôt. Delphine Gangana, au-delà des usagers directs, ce projet pourrait améliorer l'image de Cotonou et également son attractivité. Oui, c'est sûr, parce que c'est ça l'objectif. On voit la cime dedans, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est ça l'objectif. Mais n'oubliez pas que Cotonou a 13 arrondissements. Et chacun des arrondissements dispose des administrations et que le projet ne va pas rester dans les 13 arrondissements, ça va rester dans un arrondissement. C'est pour ça que vous avez bien fait de dire que les concernés, ceux qui sont les initiateurs, les organisateurs, ou en tout cas, ils viendront certainement expliquer un peu plus comment cela va se faire. Quelqu'un qui quitte Calavi pour aller travailler à Papa. C'est vrai qu'il y a une politique de décongestionnement, comme je l'ai dit. On a enlevé le marché de gros du Topa vers quelque part, mais ne veut pas dire que tout va quitter Cotonou. Et quelqu'un qui quitte Calavi et qui va au service à Papa, si c'est que le gars se trouve à Védocor et il gare son véhicule à Védocor, mais il va se déplacer pour aller dans son service. Est-ce qu'il va laisser son véhicule à Védocor pour aller à Papa? Comment ça va se faire? Donc, c'est ceux qui sont en charge de ce projet et qui... Tous les véhicules de Cotonou, mais c'est voilà. pas ça le fonctionnement. Voilà, donc c'est pour ça que je dis il y a beaucoup de il doit y avoir quand questions, même une définition de ceux qui seront appelés. Est-ce que c'est seulement pour les, un peu comme on dit, les topa-topa? Est-ce que c'est seulement pour les taxis? Est-ce que c'est seulement pour les... Est-ce que c'est pour les personnels? Donc, les véhicules on doit personnels, pouvoir définir etc. pour que cela ne soit pas un mélange. Mais si c'est qu'on dit, ok, un peu comme on parle de gare routière également et de parking. De parking, donc, voilà. Maintenant si on dit et de parking, et puis c'est pour ça que je dis, il y aura beaucoup de questions autour, il y aura beaucoup d'explications, de précisions à donner sur ça, histoire de satisfaire, je sais pas, le questionnement de tout le monde. Je ne sais pas si Julie a une... Non, en fait, les gares routières et parkings de cette envergure, c'est moins pour les particuliers, d'accord, qui ont leur véhicule, que, en fait, pour les transports en commun, pour les gros porteurs, en fait, autour de l'activité commerciale de transport, en matière d'activité commerciale d'une certaine façon. En fait, c'est prioritairement à ça que servent les gares. Les parkings permettent en fait de desservir quelque peu en fait l'environnement en réservant un espace pour les gens comme vous et moi, d'accord, pour ne pas laisser leur véhicule comme nous le constatons au bord des trottoirs pour dire peut-être quand la personne fait semblant de laisser son véhicule parce qu'il sait qu'il va le laisser de 8h à midi, mais il fait semblant d'aller à la pharmacie d'à côté et disparaît. D'accord? Donc en fait c'est pour ces cas-là le parking. En fait tout ça permet une fluidité de nos abords, en fait, ça dégage quelque peu nos abords. Et ça fait, d'autre part, en fait, des points de jonction. Ça fait d'autre part des points de jonction. J'ai par exemple noté un élément, je vous en parle très rapidement. Un opérateur de transport en commun, d'accord, qui est installé dans une zone. Et qu'est-ce que vous constatez? Les gens viennent avec leur véhicule ou leur moto.
gare dans les gares de vélos environ ou au bord des trottoirs, rentrent dans ces minibus-là, vont à des kilomètres et le soir reviennent, reprendre leur moyen de déplacement et continuer chez eux. Voilà des fois à quoi sert d'une manière ou d'une autre les gares routières. Comme Mme Angèle Tobla le disait tantôt, les autorités reviendront sans doute en fait parce que comme nous, ils savent le faire avec la définition de ce qui sera fait en termes de maquette, les composantes, à quoi ça va servir, les résultats attendus en fait de ce projet d'envergure, nous serons davantage situés. Voilà, on attend donc de leur faire appel afin de mieux nous approprier de ce projet. Là, l'initiative a été annoncée à travers la CIMO, la mairie de Cotonou. Cotonou qui va accueillir très bientôt une gare routière et également un parking qui sera installé du côté de Ouiro. Comment tout cela sera goupillé et est-ce qu'il y aura des épisodes encore de dégapissement? Comment ces projets prévus dans le projet et quels sont les éléments qui seront pris en compte? La gare concerne quel type de véhicule, etc. Beaucoup d'interrogations que nous ferons le devoir, mesdames et messieurs, auxquelles nous ferons le devoir d'apporter des réponses, bien évidemment, en invitant les principaux acteurs de ce projet. Mais pour l'heure, nous allons en rendre l'antenne en remerciant Delphine Gangana et Julio Tometi d'avoir honoré ce rendez-vous. Nous vous donnons donc rendez-vous cette fois-ci jeudi prochain, si Dieu le veut, pour de nouvelles discussions avec nos invités. Nous vous rappelons que nos productions restent disponibles sur nos canaux digitaux, notre site internet www.etelebénin.com, notre chaîne YouTube Etelebénin, et téléchargez l'application Etelebénin pour nous suivre un peu plus facilement. Cette émission, nous vous l'avons proposée depuis le studio François Xavier en Limnemont. À jeudi prochain, Etélé avec vous. Pour vous, très belle soirée.